voyager, rencontrer d'autres cultures, déconstruire des croyances qu'on prenait pour des vérités absolues. Voilà ce qu'on va traverser avec mon invité du jour, Daniel Vermus, qui est journaliste, qui a fait de nombreux voyages dans tout l'hémisphère sud et qui a eu à cœur de faire des reportages sur des cultures qu'on ne connaissait pas, de pouvoir donner, comme il le dit, la voix aux sans-voix. Dans ce podcast que je vais relier à la spiritualité, le but c'est de voir aussi comment ce jeune homme, ce jeune journaliste au début de sa carrière, avec une famille très scientifique, très rationnelle, s'est confronté à d'autres cultures et pour ce faire a pu découvrir des choses auxquelles il ne croyait pas et finalement est revenu en lui pour pouvoir de ce qu'il a vu qui était complètement incontestable, en faire un élargissement de conscience et voir qu'il y a d'autres réalités possibles, d'autres réalités qu'on ne connaît pas, et ouvrir finalement, s'ouvrir à l'autre pour s'ouvrir aussi à d'autres formes de croyances. Tout ça en ayant une approche complètement non dogmatique et complètement ouverte. Je vous souhaite un très très bel épisode. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bienvenue à toutes et tous. J'ai le grand honneur et le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir un grand journaliste suisse, Daniel Vermus. Daniel, qui est le journaliste qui donne la voix aux sans-voix. Alors, bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, toi, tu as créé une maison de presse vraiment pour les pays du Sud. Donc, tu as beaucoup voyagé dans les pays qu'on va dire émergents, en Afrique, en Amérique du Sud. C'était un petit peu ton parcours d'aller donner la voix, d'aller comprendre les enjeux politiques dans ces pays qui avaient moins d'espace dans les médias. Est-ce que je résume un peu ton parcours, Daniel ? Oui, alors ça, ça remonte aux années 80, où j'étais un jeune journaliste idéaliste, et puis j'avais un peu une frustration de voir que dans nos journaux, je travaillais à la Tribune de Genève avant d'avoir créé cette agence qui s'appelle InfoSud, qui s'appelait. Et donc j'étais frustré à la Tribune de Genève et aussi dans les autres médias auxquels je collaborais de voir que on parlait du tiers-monde, comme on disait, seulement quand il y avait des catastrophes ou des méchants dictateurs ou la pauvreté, la misère, la faim, etc. Et en fait, en ayant voyagé en Afrique déjà quelques années auparavant, je m'étais rendu compte que c'était un immense trésor d'humanité qui gisait là. L'Afrique est en fait l'origine de l'humanité et peut-être son avenir, j'espère en tout cas, avec sa joie, son savoir-être. Bien sûr, il ne faut pas l'idéaliser non plus. Il y a beaucoup de problèmes en Afrique et il y a aussi des Africains qui sont pas du tout dans ce niveau humain, dans cette vibration. Mais en général, quand même, on ressent quand on est en Afrique, dans des endroits restés encore assez traditionnels, on ressent une énorme connexion avec les forces de la vie, les forces de la nature et les rythmes. La danse, tout ça, c'est l'expression d'une connexion avec l'univers, avec la vie qui manque beaucoup chez nous. Donc, j'étais très frustré, en fait, de voir que toute cette beauté était absente de nos médias et aussi cette débrouillardise, enfin, beaucoup d'aspects très positifs qui manquaient. Qui manque du coup, qu'on retrouve en fait dans cette société-là. Est-ce que toi, tu aurais, Daniel, alors vraiment un exemple d'une histoire, d'une anecdote, parce que alors je viens préciser aux auditeurs, je connais très bien Daniel, c'est un grand ami. C'est même sa citation c'est vraiment une citation qui ouvre mon livre qui s'appelle Namata, qui dit que l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Oui. Et tu es évidemment un homme, mais plein d'anecdotes, plein d'histoires, plein d'aventures que tu as vécues en voyage. On peut t'écouter comme ça pendant des heures.
Si toi, tu en as une prégnante un petit peu comme ça de quelque chose que tu as vécu, de quand on parle de force en Afrique, alors qu'est-ce qui, toi, un jour, quelle est l'anecdote? Je pense à dans nos partages, par exemple, cette anecdote où on t'a volé ton appareil photo, ou en tout cas, tu as perdu ton appareil photo, d'aventures que tu as traversées qui sont complètement incompréhensibles ici. Est-ce que t'en as celle-ci ou une autre, en tout cas, qui t'ont profondément marqué? Oui, je pense que le vol de ma caméra, à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Ça, c'était en 1979, mon premier voyage en Afrique. Et j'étais dans un petit village tout au sud du Burkina Faso, qui s'appelait Zabré, une ethnie très peu connue, qui s'appelle Bissa, qui a même la réputation d'avoir été cannibale dans le passé. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, c'est ce que les autres Burkinabés disaient. J'arrive là dans la case du jeune homme qui m'avait amené. En fait, je l'avais rencontré dans le train qui va de Abidjan jusqu'à Ouagadougou. Donc Abidjan, c'était à l'époque la capitale de la Côte d'Ivoire et la grande ville, la grande métropole de l'Afrique de l'Ouest, et Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Donc je l'ai rencontré dans le train, puis il m'a tout de suite proposé de l'accompagner jusque chez lui pour assister à son mariage, parce que ses parents avaient préparé une fiancée pour lui. Donc pour moi, c'était vraiment une occasion rêvée, vu que j'étais en reportage sur les villages africains, justement, pour la Tribune de Genève à l'époque. Et donc, je l'ai accompagné, et dans le trajet qui nous a mené de la capitale, Ouaga, à Zabré, on était dans ce qu'on appelle les taxi-brousses, dans la savane. Apparemment, c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon appareil photo qui était dans mon sac. Et je m'en suis pas aperçu tout de suite parce qu'en arrivant dans la case qu'on m'avait gentiment réservée dans l'hospitalité tout à fait normale en Afrique, eh bien, et tout à fait très chaleureuse, je voyais cette case et je voyais les morceaux de bois au plafond qui étaient habilement assemblés de façon très esthétique. C'était presque une œuvre d'art alors que c'était des bouts de bois. Eh bien, je voulais photographier ça. Et du coup, plus de caméra. Je cherche partout. Et là, ça a été enfin, je vais pas raconter tous les détails parce que ça a duré presque une journée entière. Et tout le village était absolument catastrophé par cet événement, cette disparition. Et il disait, voilà, les ancêtres vont être fâchés, les esprits vont pas nous pardonner si on retrouve pas cette caméra. Et donc, le chef du village a convoqué comment on appelle ça, le marabout. Non, c'est pas les marabouts, là, c'est pas musulman, mais le chef coutumier, voilà, et qui a donc fait un sacrifice d'un coq et dont les plumes ont été dispersées par le vent et elles se sont rassemblées à un endroit qui désignait, en fait, alors ça je sais pas, je pourrais pas expliquer comment, mais c'est ce qu'on m'a dit, qui désignait la maison d'un militaire qui était dans le trajet dans le taxi-brousse, qui était assis à côté de nous, donc du jeune homme qui m'amenait et de moi-même. Et donc, toutes les soupçons se sont portés sur lui. Et convoqué, il a évidemment dit que c'était pas du tout lui, qu'au contraire, il était très perturbé par ça, qu'il allait chercher partout, enfin bref. Et à ce moment-là, le jeune homme me dit, écoute, c'est très simple, si on ne retrouve pas la caméra, si c'est lui qui l'a volée, il va mourir ce soir. Il va mourir à minuit. Waouh. Donc, une petite caméra qui avait aucune valeur, parce que j'étais pas photographe professionnel, donc j'avais pris ça juste pour faire quelques photos, mais elle n'avait pas une grande valeur. C'était vraiment un appareil très simple. Donc je disais, mais vous allez pas tuer quelqu'un pour ça quand même. Ah, mais c'est pas nous qui allons le tuer. C'est les esprits qui sont très fâchés, c'est les ancêtres qui vont présider à la suite des opérations, parce qu'on peut pas supporter que notre village soit au fond le lieu où s'est commis un larcin contre un étranger qui nous fait l'honneur de venir nous visiter. C'était un peu ça le verdict. Et donc
on va rien faire, il va mourir tout seul. Et bon, moi, j'avais beaucoup de peine à accepter cette situation, mais même pas une heure après, arrive le militaire en question avec la caméra dans la main en disant ah je l'ai retrouvé. Ouais, c'est très intéressant comme histoire. Alors, j'annonce, enfin, déjà, tu donnes des éléments. Déjà, tu te corriges quand tu dis un marabout. Finalement, marabout, c'est notre projection européenne un Oui peu du oui oui sorcier. oui Alors que là, tu dis bien, on parle d'un sage musulman. C'était pas un village musulman. oui On oui parle pas de marabout. Donc déjà, c'est d'utiliser les bons mots. Et cette histoire, elle est incroyable parce que d'une manière, elle fait peur. C'est effrayant, effectivement. Mais d'un côté, ça pose des questions sur comment se régulent les choses dans un pays où, à l'époque, en plus, il ne devait pas y avoir de prison, pas forcément de police. C'est une autre perception, une autre manière de voir le monde. Toi, comment tu l'as vécu cette situation? ah ben ça a été un apprentissage extraordinaire de voir qu'en fait ces habitants fonctionnent complètement différemment, donc ils vont pas appeler la police, ils vont faire confiance aux forces avec lesquelles ils sont connectés et pour régler le problème. Ils m'ont même dit, mais de toute façon, même si on ne retrouve pas cette caméra, euh, pendant des années, on va la chercher, on va faire appel à toutes les forces que nous connaissons pour la retrouver et quelqu'un viendra te l'amener chez toi en Suisse. Mais bon, là, on n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Et ensuite, ce qui était alors, justement, on parlait de la police. En fait, la police est arrivée 3 jours après. Ils ont entendu parler de cette histoire. Et alors, ils ont joué les policiers occidentalisés avec leur uniforme, leur petit carnet. Voilà, nous allons faire un procès verbal. Qu'est-ce que s'est-il passé? Faites votre déposition, etc. Et puis, vous allez porter plainte, naturellement. Puis moi, j'ai dit, non, non, on va pas porter plainte. Tout ça, c'est réglé à l'amiable. Je suis pas entré en matière. Et puis ensuite, mon hôte, donc le jeune homme qui m'avait invité, m'a dit, mais écoute, si on avait confié cette affaire à la police, on n'aurait jamais retrouvé la caméra. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est assez puissant puisqu'il y a une potentialité de mort derrière toute cette histoire. Donc c'est pas non plus quelque chose de serein. C'est là où les spiritualités africaines peuvent être terrifiantes, puis peuvent faire peur, parce qu'il y a ces forces qui jouent, mais c'est par ces pressions-là que finalement, ça se régule en fait. C'est un peu terrible, mais ça se régule du fait que la personne le sait, donc finalement, elle vient régler son problème. Comme tu dis, une caméra, ça ne nécessite pas qu'il y ait cette situation-là. Puis peut-être par des formes de menaces, on ne sait pas ce qui se joue derrière. Du coup, il y a une régulation qui se fait. Et qui fait que on a un autre système que finalement notre système de règlement de loi humaine en fait avec la police, les lois, les avocats, les choses comme ça, ouais. Bon, il m'est ensuite arrivé évidemment beaucoup d'autres aventures dans cet endroit. Je pourrais juste citer quelque chose qui m'a quand même m'a frappé. Je suis resté 15 jours dans ce village à peu près, donc j'ai évidemment dû raconter mon histoire à tout le monde, mon histoire de caméra. Tout le monde me connaissait. Et puis un jour, on me parle d'un autre jeune homme qui était devenu un sorcier par obligation, parce qu'il était le seul mâle, le seul homme de sa famille. Tous les autres avaient disparu ou étaient partis. Et donc, il devait défendre en fait sa famille contre des différentes menaces qui pouvaient peser sur elle. Et on m'en a parlé parce qu'on m'a raconté qu'en fait, il a été attaqué par d'autres jeunes qui avaient un peu bu trop de bière. Et il les a même pas touchés, il les a envoyés gicler à plusieurs mètres de lui, pratiquement sans les toucher. Donc, enfin, j'ai pas été témoin de ça, mais on me l'a raconté. Puis on m'a dit, mais écoute, faut que tu ailles voir ce jeune homme. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant pour toi. Et donc, j'y suis allé. Alors, il m'a reçu. C'était au clair de lune. C'était magnifique, dans un petit coin isolé. Et je lui ai dit, alors c'est vrai que comme ça, tu es devenu sorcier. Explique-moi un peu. Alors, il me montre. Il avait une chemise pleine avec des rangées de je perds la Des mémoire. coquillages, des coris?
Des coris? Non, Des coris? c'est des petits carrés. Oui, il y avait des coris dessus, mais c'est des petits carrés de cuir, des amulettes en fait, dans lesquels il y avait des poudres différentes de plantes. Il m'a dit voilà, mon oncle, quand j'ai été voir un vieil oncle qui restait, mais quand j'ai été désigné par ma famille comme devant apprendre à la protéger, je suis allé voir ce vieil oncle et il m'a donné tous ses secrets. Il m'a appris l'utilisation des plantes et sur cette chemise, je suis protégé contre tout. Je suis protégé contre ça c'est pour le feu, ça c'est pour les balles de fusil, ça c'est pour si ton chef te veut du mal, ça c'est les accidents, ça c'est les serpents, etc. Enfin il y avait toute la liste. Il était protégé, invulnérable. Voilà, invulnérable. Alors je dis ben écoute, bah, c'est bien. Tu es invulnérable aussi contre les coups de couteau. Parce que j'ai fouillé dans ma poche, puis j'ai trouvé mon couteau suisse. Alors, il m'a dit, bah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Parce que juste avant ça, il m'avait montré, il avait pris une hache et il s'était frappé très fort avec cette hache sur le corps. Et j'entendais le bruit de la hache qui touchait le corps, mais il n'y avait aucune trace, aucune blessure. Alors que déjà sur une hache, par rapport peut-être à un petit couteau, la hache a déjà le poids. Donc ne serait-ce que même si la hache est mal aiguisée, on se fait mal. On se fait forcément mal. Oui. Puis après, il a pris un coupe-coupe, donc une machette pour couper les branches. Il s'est aussi tailladé le corps. Enfin, tailladé, il y avait rien, aucune trace. Mais on entendait le bruit du coupe-coupe qui frappait la poitrine, enfin partout. Et c'est là que j'ai sorti mon couteau suisse. Et puis ça marche aussi. J'étais un peu troublé, je savais pas trop comment réagir. J'étais impressionné. Et il me dit, il n'y a pas de problème. Il prend le couteau suisse et paf, 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 partout. Rien. Donc zéro. les auditeurs voient pas tes images. Daniel parle beaucoup avec les mains. Donc là, Daniel, en fait, il a pris son couteau suisse, puis il a essayé de le mettre sur son torse. Donc il s'est essayé de se poignarder avec ton couteau suisse. S'auto-poignarder. Ouais. Pour moi, ça crée un lien aussi, parce qu'après, il y a eu un article sur lui, évidemment. Et j'ai dit, donc, sorcier malgré lui. En fait, il n'était pas content de devoir être sorcier. C'était pas ce qu'il voulait. Il voulait être agriculteur, mais il a dû apprendre tout ça. Et donc, le titre de l'article, c'était « Sorcier malgré lui, invulnérable », ça c'est le surtitre, « invulnérable même au couteau suisse ». Donc, ça crée... Ça, c'est aussi un des secrets du journalisme, c'est quand on parle de problèmes lointains ou de situations auxquelles les gens peuvent pas forcément s'identifier. Un moyen de les rapprocher, c'est de leur montrer un élément qui est familier. Est-ce que tu arrives à me dire, en fait, parce que rien que le mot sorcier, c'est déjà un vocable qui peut être effrayant, qui peut être perçu de plein de manières. Qu'est-ce quand tu dis sorcier malgré lui, en tout cas, qu'est-ce que c'est dans le contexte dans lequel tu étais, dans cette famille-là, qu'est-ce que c'était le sorcier en fait? Oui, alors sorcier, c'est donc pas un négatif. Enfin, on utilise ce mot et pour la magie noire qui est négative et pour la magie blanche qui est positive. Donc lui se situait clairement du côté positif. Donc c'était pour protéger les siens qu'il avait dû apprendre toutes ses connaissances et se protéger lui-même. Donc, mais il disait la difficulté, enfin le défi, c'est que une fois qu'on a des pouvoirs, il y a un prix à payer. C'est-à-dire que si tu dois faire attention à pas manger telle sorte de viande, tel animal, tu dois pas laisser quelqu'un porter du feu derrière toi, en passant derrière toi. Enfin, il y a plein de choses auxquelles il faut faire très attention. Il m'a dit, par exemple, je pourrais aussi te donner des trucs pour toi, pour que ton chef soit content. Je pourrais aussi te donner, il a rigolé, il m'a dit, si tu fais comme ça sur l'épaule d'une dame. Donc tu tapes sur ton épaule, ouais. Si tu tapes sur l'épaule d'une dame. Voilà, elle va venir vers toi sans hésitation. Elle sera amoureuse. Voilà, mais après il y a des. C'était intéressant, Daniel. Non, mais il avait aussi le sens de l'humour. On a bien plaisanté, mais visiblement il avait ses pouvoirs.
et il y avait un prix à payer pour chacun de ces pouvoirs. Et ça, c'est intéressant ce que tu partages, parce que tes deux anecdotes, on ne connaît pas, Daniel, on peut, les auditeurs qui ne te connaissent pas se dire, mais cet homme est complètement fou. Et tu es quelqu'un de rationnel, tu es quelqu'un de... Comment tu es quelqu'un qui a fait toute une carrière dans le journalisme. Là, c'est des anecdotes des années, voilà, des années 80. Néanmoins, aujourd'hui, voilà, tu arrives à la retraite. Comment ton mental, ta vision occidentale arrive aujourd'hui à peut-être pas analyser, mais comment tu arrives à prendre du recul? Comment tu as perçu ces expériences qui sont hors normes et quand tu le racontes, qui peuvent être incroyables? Oui, mais en même temps, je pense que toutes les personnes qui s'intéressent aux autres cultures et même à nos cultures à nous qui ont largement disparu, savent qu'il y a des mystères, des choses qu'on peut pas expliquer. Et ça, c'est le cas chez nous aussi. Il y a des guérisseurs, il y a des gens qui arrivent à... Je me souviens à l'époque, il y avait quelqu'un qui arrivait à courber à distance des cuillères en métal. Bon, c'est des choses qui ont été observées. Et puis il y a beaucoup de livres sur l'Afrique qui ont été écrits par des Occidentaux. Je me rappelle plus, il y a un journaliste français, malheureusement oublié son nom, qui a écrit l'Afrique du jour et de la nuit et qui raconte des centaines d'anecdotes comme ça dont il a été témoin. Et vous demandez aussi à des infirmières qui veulent faire des piqûres pour vacciner les enfants. Eh bien, dans certains cas, l'enfant est lui-même, il est doté d'un bracelet ou d'une amulette qui le rend invulnérable. Et donc, l'aiguille n'entre pas. Ça, on a beaucoup de témoignages comme ça. Ce qui fait que moi, j'étais relativement ouvert à tout cela. Le fait de l'avoir vu un certain nombre de choses que je pouvais pas expliquer m'a simplement démontré qu'il y a d'autres réalités, d'autres dimensions. D'ailleurs, j'ai vécu ça aussi dans d'autres voyages que j'ai faits. J'ai vécu ça en Amérique latine, au Pérou, en Bolivie, chez des indigènes. J'ai vécu ça en Asie aussi, en Inde. Donc, voilà, c'est d'autres réalités. Il y a d'autres dimensions qui sont parfaitement décrites, d'ailleurs, dans de nombreux ouvrages. Simplement, il faut savoir que notre civilisation occidentale a beaucoup de qualités, et notamment dans l'organisation. Et ça, les Africains nous le disaient souvent. Vous êtes forts en organisation et ça nous manque. Mais par contre, on a beaucoup de manques, déjà en termes de sensibilité, de perception des énergies qui sont dans l'espace, dans la nature, et de tous les moyens qu'on pourrait utiliser si on avait cette connaissance et ces perceptions pour aider les autres, pour aussi s'aider soi-même, savoir exactement ce qu'il faut faire, et puis aussi avoir simplement le sens de la joie et de la fête, tel que beaucoup d'Africains l'ont. C'est vraiment d'aller à la rencontre des autres. Là, on était sur le continent africain. Est-ce que tu as perçu cette même réalité, par exemple, en Amérique du Sud, où c'est un peu différent, ou pour toi, c'est quelque chose où il y a des énergies, il y a des forces, et tu les auras finalement n'importe où? Qu'est-ce que tu as comme anecdote, par exemple, au Pérou, ou qu'est-ce que toi, tu as vécu similaire, mais forcément différent, mais... Bon, ouais. Alors moi, j'ai la chance d'avoir été invité par une organisation non gouvernementale qui s'appelle Tradition pour demain, qui a son siège à Arles, et à faire un grand voyage en Amérique centrale chez des peuples indigènes dont ils avaient des projets chez beaucoup de peuples indigènes dans toute l'Amérique latine d'ailleurs, et pour fêter leur 15e anniversaire. Voilà, ils voulaient que je puisse visiter un certain nombre de projets et écrire un livre sur ces populations dont personne ne parle non plus, mais qui ont plein de choses à nous dire. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir voyager de Mexico jusqu'à Panama. C'est facile parce que l'Amérique centrale, c'est des petits pays relativement petits, donc on peut assez facilement se déplacer et voir des populations différentes. Alors que si on est au Pérou ou en Bolivie, c'est des immenses trajets. On arrive sur une montagne après 3 jours de pérégrination, et puis on nous dit que la personne qu'on voulait rencontrer, elle est malheureusement dans son champ à 25 heures de marche de là.
Donc, c'était plus simple et ça m'a permis de rencontrer énormément de peuples différents et de gens qui ont des savoirs aussi assez extraordinaires. Alors, c'est très différent de l'Afrique. C'est pas aussi exubérant, disons. Quoique des fois, oui, ça peut l'être, mais d'une façon différente. Et c'est des sagesses qui s'expriment différemment. Donc, typiquement, mais ça dépend de chaque peuple aussi, mais typiquement, il y a des gens qui se promènent dans différentes dimensions, le monde d'en haut, le monde d'en bas, c'est les connaissances chamaniques qui permettent de visiter différents espaces. D'ailleurs, c'est maintenant enseigné chez nous aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et typiquement, le chaman que je rencontrais, qui m'expliquait un peu son travail, disait, hier, j'étais dans le monde d'en bas. En fait, je suis resté 3 semaines là-bas, mais dans l'autre monde ici, en fait, je suis parti seulement une journée. Puis je suis resté 3 semaines pour apprendre des choses. Donc, ça, il c'est visite difficile à différents concevoir. mondes. Ouais, c'est très difficile à concevoir de nouveau. Mais voilà. Ça veut dire qu'on a une perception, en tout cas, du temps, que notre perception très linéaire du temps, finalement, est beaucoup plus extensible, en tout cas beaucoup plus malléable que ce qu'on veut bien croire. Il y a du coup des perceptions aussi de différentes réalités. Nous avons aussi, c'est ce que tu dis avec l'anecdote de cette personne qui te vole ton appareil photo, où finalement la régulation se fait avec une réalité autre, une police autre, en fait, dans une autre dimension. Donc c'est aussi cette ce plurivers, cette multidimensionnelle, plurivers. On parle du métavers de demain, mais il y a peut-être le plurivers. Moi, j'aime mieux le pluriprintemps plutôt, mais bon. C'est ça. Et dans cette dimension-là, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, tu le soulèves à un moment, on va parler, tu vois, par exemple, on utilise en Afrique le terme de sorcier, on va utiliser le terme de chaman en Amérique du Sud, même si à la base, le mot chaman est encore vient même pas ni d'Amérique du Sud ni d'Afrique. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'aujourd'hui il y a cet attrait du chamanisme sud-américain, il y a des gens qui vont faire des voyages, cet attrait du chamanisme. Pour autant, on parle de quelque chose de très similaire, mais qui a une véritable terreur où vraiment, dès qu'on parle de spiritualité africaine, on va parler de quelque chose d'effrayant. Qu'est-ce qui crée cette perception depuis l'Europe pour toi ? Bon, de toute façon, il y a toujours un côté effrayant dès qu'on change de monde, parce qu'on n'a pas les repères pour y aller, pour être en sécurité. On n'a pas de guide du routard dans l'autre monde, dans l'autre dimension, enfin les autres dimensions qui existent, auxquelles je crois tout à fait. Même si j'hésite évidemment au niveau professionnel, je donne pas trop de détails là-dessus. Puis je suis moi-même non plus pas un spécialiste. Enfin, je prétends absolument pas être un grand connaisseur des autres dimensions. Mais enfin, j'ai quand même eu l'occasion de vérifier leur existence, en tout cas. Donc, le côté effrayant, il existe parce que nous-mêmes, on a en nous une partie qui est réceptive, qui est à ce qui est effrayant, parce qu'on a une partie en nous-mêmes qui est pas pacifiée, qui est pas en paix. C'est un héritage de familial, c'est transgénérationnel, ça peut être aussi d'autres vies qu'on a eues auparavant, on le sait pas. Enfin, heureusement d'ailleurs qu'on sait pas tout ce qui s'est passé avant, parce que ce serait difficile à gérer. Mais c'est là. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui résonne avec ce côté troublé, tumultueux qui existe en chacun de nous, eh bien ça se connecte, et puis on peut rentrer pour certaines personnes dans quelque chose d'effrayant. Mais il y a aussi le côté lumineux, positif, humain, l'aspect de l'amour, d'aider, qui est d'ailleurs beaucoup plus important numériquement, si on veut. Il y a beaucoup plus de gens qui sont altruistes que de gens qui sont affreux, qui sont méchants. Ça a été démontré aussi, notamment par Mathieu Ricard, qui a écrit un livre là-dessus, très scientifique, sur l'altruisme, de 1000 pages. Donc, on peut aussi choisir de se connecter au côté positif, au côté lumineux, ou de se connecter au côté négatif, ou en tout cas de le refuser en disant bon, merci, je sens bien qu'il y a des entités ou des forces
qui m'attirent de ce côté-là, mais j'ai pas envie de travailler avec ces forces-là. Voilà, j'ai envie d'être dans le côté lumineux. On peut choisir, on a le choix. On ne doit pas se laisser embarquer. C'est ça, hein, tout n'est pas. C'est cette vision peut-être non dualiste aussi du monde, hein, aussi d'essayer de regarder. Je vais faire un petit rembobinage et je vais revenir sur ce jeune Daniel qui se lance dans le journalisme, qui découvre toutes ces expériences. Donc là, tu nous parles avec toute une vie, hein, mais toi, bah, aujourd'hui, tu vois, tu nous parles déjà de la réincarnation, tu nous parles de multidimensionnalité, de choses comme ça. Ça peut paraître complètement fou, complètement, voilà, pour les personnes qui nous écoutent. Néanmoins, toi, est-ce que tu avais un terreau, le jeune Daniel, est-ce qu'il venait d'une famille qui avait cette vision déjà, cette ouverture d'esprit? Comment ça a été un cheminement? Comment tu partais? Dans quel état d'esprit tu étais pour avoir cette ouverture d'esprit aujourd'hui? Oui, c'est effectivement. Merci de me poser cette question parce que c'est vrai que j'ai pas tellement réfléchi comment ça s'est passé. En tout cas, dans mon milieu familial, il y avait rien qui prédisposait à entrer dans ce qu'on appelle l'irrationnel. Mon père était professeur de mathématiques. En plus, il enseignait la logique mathématique. Donc, c'est une formulation, des formulations scientifiques pour expliquer les comportements humains à la faculté de psychologie de Genève, donc chez Piaget. Il a travaillé avec Piaget et il était absolument réfractaire à toutes ces histoires. Pour lui, c'était des fadaises. Et ma mère était donc, en plus, au niveau religieux, mon père était juif polonais, donc il a pu se réfugier par chance en Suisse pendant la guerre. Et ma mère était une chrétienne protestante, qui d'ailleurs, finalement, mes parents ont choisi de me donner l'occasion d'apprendre la religion protestante. J'ai pas, parce que c'est la mère qui transmet, dans le judaïsme, c'est la mère qui transmet la religion, donc là, j'avais pas de mère juive, donc je suis devenu protestant, ou en tout cas, j'ai été confirmé dans la religion protestante, même si après, je m'en suis éloigné. J'ai quand même eu cette formation chrétienne, si on veut, mais dans laquelle il y avait rien de... Bien sûr, c'est le christianisme, il y a aussi des éléments de mystère, le Saint-Esprit, la naissance du Christ, tout ça, c'est évidemment très mystérieux, très magique, mais j'étais quand même formé de façon rationnelle aussi par l'éducation, par l'école, par l'université, et donc tout cet aspect qui aurait pu exister de magie, qui paraît que dans la religion orthodoxe, on est beaucoup plus ouvert à ça. Mais dans les religions catholiques et protestantes, c'est pas tellement encouragé. Donc c'est en fait mes propres rencontres, mes propres voyages qui m'ont amené. Alors certainement en moi, il y avait une partie qui était en appel, qui était en demande, en invocation même de ces mystères. Certainement. Alors, d'où vient cette partie? C'est en tout cas pas mes parents qui me l'ont transmise. Voilà, ça, c'est un mystère pour moi que peut-être je découvrirai un jour. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que tu es pas arrivé en ayant déjà des croyances. C'est la vision que tu as aujourd'hui du monde s'est construite, alors évidemment avec ton terreau judéo-chrétien, néanmoins, elle s'est construite par tes voyages. Effectivement, on parle pas de la réincarnation, enfin, quoique Jésus a quand même, quand même ressuscité, donc voilà, la réincarnation, on pourra en discuter, mais en tout cas, tu as une vision aujourd'hui qui a dépassé peut-être la vision, j'irais, protestante suisse, pour avoir une vision peut-être un peu plus vaste, un peu plus large, mais par tes expériences de vie. Oui. Bon, puis aussi, j'ai quand même eu, même si j'ai pas eu de formation en psychologie, mais à un moment, ça m'a intéressé et j'ai aussi lu des livres, notamment de Jung et de Wilhelm Reich, qui m'ont aussi ouvert à la possibilité d'une dimension plus vaste qu'on n'a pas l'habitude dont on n'a pas l'habitude de parler, mais qui est bon, Jung parle de l'inconscient collectif, il parle énormément de mystères, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est quand même quelqu'un qui est considéré comme un grand maître dans ce domaine, un grand pionnier. Et donc là, ça m'avait quand même un petit peu ouvert à ces dimensions-là, même si j'avais pas les moyens de... Et puis il y a beaucoup de gens qui me disaient non, mais écoute, tout ça c'est n'importe quoi.
J'avais rencontré une fois un psychanalyste freudien qui m'a dit « Oh, Jung, oulala, quelle horreur !» Donc, mais on va pas parler de ça, je crois. Mais c'est juste pour introduire le fait que j'ai eu quand même ce genre d'ouverture, c'est produite assez tôt. Et puis mon premier voyage initiatique, c'était pas l'Afrique en fait, c'était l'Amérique du Sud, justement le Pérou et la Bolivie, où là, c'est là que j'ai découvert très concrètement cette autre dimension. J'ai aussi été initié on appellerait ça à des plantes hallucinogènes qui m'ont aussi tout à coup fait voir un autre monde. C'est là pour faire le pont avec ce que tu dis, il y a effectivement des possibilités de toucher à une autre réalité, notamment dans un autre épisode de podcast que je mettrai en description de ce podcast, qui sont notamment des plantes comme ce qui s'appelle la médecine du râpé, la médecine de l'ayahuasca. Peut-être que tu as pris une autre plante, Daniel, mais il y a cette ouverture, en tout cas, d'ouverture de conscience sur une autre réalité et c'est toujours en plus ce lien avec les plantes. Puis c'est ce que tu disais avec ce sorcier africain. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Des petits sachets de plantes. C'est le pouvoir profondément profond de la nature et du pouvoir de la sagesse des plantes. Oui, puis là aussi, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer certains écrivains qui ont parlé de ça. Et notamment, c'est un livre beaucoup moins connu de Huxley. Tout le monde connaît Le meilleur des mondes. Mais il a écrit un autre livre sur les plantes, justement. Malheureusement, le titre m'échappe maintenant, où en fait, il a fait lui-même l'expérience de différentes plantes. Là, moi, j'ai eu l'expérience du San Pedro, c'est un cactus en fait, un grand cactus cylindrique, donc pas l'ayahuasca. Et Huxley parle beaucoup d'expériences qu'il a eues en disant, sous la conduite d'un guide expérimenté, l'humanité pourrait apprendre beaucoup de choses en utilisant ces plantes. Évidemment, il faut que ce soit cadré. On peut pas, c'est pas juste pour s'éclater comme ça, comme on ferait dans une petite fête. Et là, il pensait même que tous les drames de l'humanité, tous les blocages, toute la violence qui existe dans l'humanité pourraient être désamorcés, être soignés par un travail qui ouvre en fait la conscience, qui ouvre les autres dimensions de la conscience dans ces autres dimensions, la violence, l'agressivité, la haine n'ont pas leur place parce que ça n'existe tout simplement pas dans ces dimensions-là. Je vais refaire le point, je vais revenir un petit peu parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast, mais Daniel et moi, on peut parler pendant des heures, donc je vais devoir nous limiter. Je vais partager, tu me dis, Daniel, si je peux aussi, pour revenir dans cette notion un peu quand même rationnelle, tu es la personne qui m'a fait découvrir la formule de Dieu de J.R. Dos Santos, qui quand même arrive sous une vision scientifique à expliquer qu'il y a quelque chose qui est inexplicable. Et c'était quelque chose, en tout cas, que j'avais trouvé très touchant, notamment dans le partage avec ton papa, justement, ce mathématicien. Quel était son regard sur ce livre-là? Alors, très curieusement, c'était déjà à la fin de sa vie, il avait passé 90 ans, et je lui ai prêté ce livre, je lui ai donné ce livre, et il m'a dit, parce que dans ce livre-là, c'est à la fois un roman d'espionnage, où les Iraniens cherchent à s'approprier les secrets d'Einstein pour faire des bombes, etc. Mais il y a des explications à chaque chapitre. Il y a 2 ou 3 pages qui expliquent le fonctionnement de la physique quantique, la physique nucléaire, pour expliquer en fait l'importance de ces découvertes. Et mon père m'a dit, à ma grande satisfaction, que tout ce qui était expliqué par cet écrivain, qui est un écrivain très mystique en fait, mais érudit, et c'était scientifiquement absolument juste, c'était irréprochable. Et je pense que mon père avait aussi une dimension spirituelle qui était différente de la mienne. Il était très rationnel, c'est vrai, mais c'était pas quelqu'un on avait des formes de pensée qui étaient assez incompatibles, donc j'avais pas une très bonne relation avec lui, mais je le respectais quand même. Puis j'espère qu'il avait aussi en tout cas, il me le disait pas parce qu'il était pas content que je sois un journaliste au lieu d'être un scientifique. Il aurait voulu que je sois sérieux. C'était un peu du touche à tout ce que je faisais pour lui. Tu étais dans les lettres au lieu d'être dans les chiffres, hein. Oui, voilà.
si on veut, et puis en plus d'aller dans ces pays complètement désorganisés, pas sérieux. Enfin voilà, c'est le mot pas sérieux. Fumiste, il disait souvent. Les gens font n'importe quoi. Il faut pas s'étonner qu'ils soient pauvres, etc. Enfin, il avait cette vision-là. Bon, c'était aussi une manière de provoquer. Je pense pas il était certainement pas raciste. D'ailleurs, quand il était à l'hôpital à la fin de sa vie, il avait souvent des traitements à l'hôpital, et il y avait des infirmiers noirs qui étaient là, parce que maintenant il y a beaucoup d'étrangers, et il m'a dit, à ma grande surprise, que en fait ces infirmiers qu'il a eus plusieurs fois étaient très humains, beaucoup plus que ceux d'autres pays. Donc ça m'a beaucoup Donc étonné. il s'est ouvert comme ça. Oui, je pense. Pour conclure, Daniel, si toi tu avais un message sur, un petit peu les générations à venir, si tu avais un message comme ça en disant, ben, l'ouverture sur la spiritualité, depuis là où tu es, depuis ta vie aujourd'hui, quel message tu aurais, j'espère d'espoir, pour le passage de relais comme ça, pour les gens qui nous écoutent? Oui, alors moi je vois l'évolution d'aujourd'hui qui est vraiment assez inquiétante à bien des égards. Donc on a une évolution qu'on peut appeler transhumaniste, hein, c'est-à-dire qu'on va vers de plus en plus d'outils technologiques qui sont censés remplacer l'humain, ou en tout cas remplacer les aspects perçus comme répétitifs, mécaniques, mais pas que, aussi des aspects d'intelligence artificielle qui vont très très loin, bon, qui n'iront jamais aussi loin, à mon avis, que la magie de l'être vivant, heureusement. Mais il y a cette vision, cette illusion qu'on peut aller dans cette direction-là, avec toutes les cohortes de conséquences terribles pour la liberté, pour la poésie, pour l'autonomie des gens. Ouais, il y a certains qui parlent d'une dérive totalitaire dirigée par en fait un contrôle numérique de tout ce qu'on va faire. Et ça, c'est en cours. C'est une évolution qui est soi-disant inarrêtable. En tout cas, elle est mal contrôlée. Et puis, parallèlement, il y a, heureusement, et souvent on voit ces deux forces. Hein, on est aussi dans le dualisme. Dans le monde où on vit, il y a une dimension dualiste. Hein, ça, il faut voir les choses comme elles sont. Et l'autre aspect, l'autre évolution parallèle à cette évolution dangereuse dont je viens de parler, transhumaniste, c'est l'évolution de la conscience. Ce sont tous les enseignements qui parlent de méditation, qui parlent de connexion avec un autre monde, qui parlent de l'unité de l'être, du non-dualisme justement. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui entrent dans ces dimensions-là. On voit, par exemple, un personnage comme Eckhart Tolle, qui a écrit le pouvoir du moment présent, il y a plus de 20 ans, 25 ans même, eh bien, il a eu un succès énorme, mais pas tout de suite. C'est maintenant. Et maintenant, il y a énormément de gens qui suivent, qui essayent de suivre qu'il propose, mais c'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, je vais pas les citer maintenant, mais cette évolution, elle est là. Alors, certains disent, oui, mais c'est commercial, c'est voilà. Mais je pense qu'il faut vivre avec toutes les ambiguïtés qui existent, mais la tendance, elle est très forte. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter? Je pense que ça, c'est un choix qui nous appartient à tous, et que chaque personne qui fait un choix dans le domaine d'élever son niveau de vibration, son niveau de conscience, eh bien, ça va agir sur le reste de l'humanité. Donc, en fait, c'est là qu'on voit que c'est pas juste un phénomène massif qui nous échappe, un peu comme la dérive des continents ou les marées ou les forces de l'univers, mais que chacun, on est tous une force de l'univers, et on est tous capables de faire des choix qui peuvent entraîner les autres dans la bonne direction. C'est cette interconnexion, interreliance, c'est aussi une dimension quantique, hein, aussi de je bouge, du coup je mets tout un système en mouvement. Une vision aussi un petit peu plus dans l'humilité de je suis pas complètement autonome, tout n'arrive pas à cause de moi. De prendre aussi dans ma propre vie l'influence des autres aussi. Donc on est interconnectés, interreliés. Est-ce que Daniel, on pourrait dire qu'aujourd'hui ce serait ta manière
Ou non, je vais formuler ma question différemment. C'est aujourd'hui, quelle est ta perception du divin? Quelle est ta perception de Dieu, même si peut-être que toi, tu utilises un autre mot? Non, maintenant, j'ai mis du temps à pouvoir utiliser ce mot après ma jeunesse protestante, disons. Mais avant, je parlais de la lumière, de la source, de la nature, de l'énergie, etc. Il y a beaucoup de mots. Et puis de la présence, justement, le moment présent, c'est aussi un moment divin, si on veut. Mais maintenant, je suis capable de prononcer ce mot, de m'adresser au divin. Et comment est-ce que je le vois? Ben, très modestement, hein, je pense qu'on est tous des parcelles du divin. On a tous en nous une dimension qui est divine, qui est actionnée par l'intelligence divine. Alors divin, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire simplement qu'on est dans l'unité, qu'on est dans la foi, qu'on est dans la tranquillité, la quiétude. Et puis donc, dans des états comme ça, c'est la paix, et on est capable aussi de percevoir d'autres personnes, même à distance. On est capable de percevoir de trouver des solutions à toutes sortes des solutions très créatives, très imaginatives, à tout problème qui peut se poser à nous. Donc voilà, moi j'ai confiance en cette partie que j'appelle, que j'invoque chaque jour, en me disant ben c'est pas la seule, j'ai aussi une partie rationnelle, puis c'est important, on doit aussi fonctionner dans ce monde comme ça. Donc je sais pas si je réponds bien à la question là, mais C'est ta perception et c'est très juste. C'est ton oui, cheminement où, enfin, en tout cas, ce vocable prend une dimension de lien avec les autres et c'est ce que tu es. Tu es quelqu'un qui crée du lien. ouais, Je pense que tout journaliste aime son prochain et aime créer du lien. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et toi, tu l'as fait d'autant plus avec des personnes qui n'avaient pas d'espace, donc il y avait une dimension humaine encore plus importante. Et c'est peut-être cette perception du divin de on est tous reliés. C'est ça que je trouve beau dans ton oui, partage on et est ton tous chemin. reliés. Et puis je vois de plus en plus aussi que la trajectoire de nos vies, de notre vie, même si on comprend pas très bien au début pourquoi il y a tellement de problèmes, pourquoi il y a tellement de cassures, tellement d'incompréhension, de douleur et de souffrance et tout ça. En fait, petit à petit, on voit, c'est comme les pièces d'un puzzle, hein, ça se remet ensemble. En fait, il y a un sens dans tout ça que peut-être certains ont de la peine à percevoir tout de suite, mais ce sens, il est en fait de nous faire retrouver, mais de manière consciente, cette dimension divine qu'on a tous, cette dimension d'unité, cette dimension de joie aussi, parce que c'est joyeux en fait, hein, ce monde spirituel, c'est pas du tout quelque chose de dogmatique, de punition, de se De, prosterner, de etc. péché, oui. Ouais, c'est joyeux. D'ailleurs, une fois, j'ai eu même en faisant de la méditation, j'ai eu une phrase qui m'est arrivée parce que dans ma méditation, je disais pourquoi j'ai toutes ces pensées qui parasitent, j'arrive pas à être dans la perception, dans l'unité et tout. J'aimerais bien quand même trouver un contact avec quelque chose de plus grand que moi. Puis à ce moment-là, il y a une phrase qui m'arrive. Elle dit ouais, mais tu sais là-haut, on est spirituel. Ça voulait dire qu'on est on est drôle, quoi. Dans le sens spirituel, c'est aussi quelque chose qui est... Donc, il y avait cette reliance à la joie, en tout cas, et c'est comme ça, c'est ce à quoi Ouais. tu te reconnectes. Oui, puis c'est ça qui nous permet de surmonter des pensées négatives qui n'arrêtent pas d'affluer. Si on les laisse faire, puis on peut choisir, bah non, écoute, ça c'est mon petit tortionnaire intérieur qui salut, comment ça va? Mais en fait, c'est pas moi. Et là, on peut choisir, en fait, quel registre on veut, sur quel registre on veut fonctionner. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est justement ça, l'apprentissage du divin, c'est de petit à petit arriver à choisir ce qui est de l'ordre du beau, du grand, du positif et du lumineux. Magnifique, Daniel. On va rester sur cette phrase. Le divin, c'est choisir ce qui est lumineux, ce qui est positif. Finalement, toi, tu l'induis dans une notion de choix, dans une grande liberté. C'est magnifique de se dire, c'est pas quelque chose qui impose, mais c'est un choix intérieur. Oui, Vraiment, c'est magnifique. oui. Moi, j'aimerais vraiment te remercier pour ce partage, cette interview. Tu sais que mon micro, il est ouvert. Si tu veux on repartage. On peut pas faire des podcasts de 3-4 heures parce que les gens ne nous entendraient pas. Toi et moi, Non, nous non. pouvons parler pendant 3-4 heures.
En tout cas, ouais, 3-4 jours. Mais vraiment, je te remercie pour cette transparence pour tes anecdotes. Ça m'a vraiment, j'ai noté tous les livres que tu as recommandés tout au long de ce podcast. Je ferai un article de blog sur tous les ouvrages que tu as recommandés, vraiment, et pour mettre en lien sur mon site internet ton partage, en fait, parce qu'il y a vraiment différents ouvrages qui permettent de cheminer intérieurement. Tu es aussi l'auteur de Madre Tierra, qui est chez Albin Michel. Tu as d'autres ouvrages que je mettrai en référence de ce podcast. Merci. En tout cas, Daniel, je te remercie pour ce partage. Je te remercie aussi pour cette authenticité. Toutes les personnes qui ont écouté ce podcast peuvent mettre des plateformes pour soutenir le travail, mettre sur les plateformes des étoiles, des commentaires, le partager autour de vous pour soutenir le travail de ce podcast. En tout cas, Daniel, je te remercie et je te souhaite une très belle journée. Je te remercie de m'avoir accueilli et je suis là pour toute autre discussion sur tout autre sujet avec grand plaisir.